Il nous faut maintenant aborder un thème très intéressant qui en général est apprécié des étudiants. Il s'agit de tout ce qui concerne la vie privée et les libertés fondamentales des salariés au regard du licenciement. Grand B, les causes liées à la vie privée du salarié et portant atteinte aux libertés fondamentales. Il serait logique de dire que les événements qui tiennent à la vie privée du salarié ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une émission de l'employeur. Mais en fait, la notion de vie privée est une notion assez floue et vous allez pouvoir observer qu'elle a fait l'objet d'une interprétation de la Cour de cassation. En ce qui concerne la protection des libertés individuelles et fondamentales du salarié, c'est notre fameux article L1121-1 du Code du travail, prônant le respect du principe de proportionnalité et du principe de finalité, qui va s'appliquer. Je vous propose de voir dans plusieurs points comment la jurisprudence a évolué. Tout ceci est très factuel, je vais vous donner beaucoup de faits, vous parler de beaucoup d'arrêts afin de pouvoir illustrer mon propos théorique. Petit 1, nous allons voir un point de terminologie. Vie privée et vie personnelle du salarié. En effet, vous connaissez tous la notion de vie privée, qui est protégée par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et par l'article 9 du Code civil. Mais à la fin des années 90, certains professeurs se sont un peu élevés sur le fait qu'on se serve toujours de la notion de vie privée au regard de l'article 9 du Code civil. En effet, ce pauvre article 9 du Code civil fait un peu, apparaît un peu comme un fourre-tout. On y met aussi bien la vie privée du salarié que les déboires de Johnny Hallyday ou encore, pour les plus jeunes, ceux de Rihanna. Alors, est-ce que le salarié a véritablement une vie privée? D'autant que la vie privée s'oppose à la vie publique. Or, est-ce que le salarié a une vie publique? Bref, toutes ces interrogations ont amené la jurisprudence à dégager un nouveau concept, qui est celui de la vie personnelle du salarié. Pour autant, la notion de vie privée ne disparaît pas. Je vais vous expliquer comment cela s'articule. En quelque sorte, il y aurait un noyau dur dont le salarié bénéficie, qui est celui de sa vie privée, et dans lequel on ferait rentrer tout ce qui relève vraiment de l'intimité de sa vie privée. Au regard du droit du travail, on pourrait penser y mettre, par exemple, la liberté de religion, par exemple, la liberté d'expression. Et puis, il y aurait une sphère beaucoup plus large, tout autour, dans laquelle on pourrait utiliser la terminologie de vie personnelle, qui s'oppose à la vie professionnelle. Ce serait toute une série d'événements tenant certes aux salariés, mais qui pourraient empiéter sur la vie professionnelle, et de là donc déclencher le pouvoir de direction, et par conséquent le pouvoir disciplinaire de l'employeur. Ne vous inquiétez pas, nous allons voir tous ces exemples juste après. Je veux juste vous dire que le concept de vie personnelle du salarié a été dégagé par une série d'arrêts du 14 mai 1997 de la Cour de cassation en chambre sociale, plus spécialement un arrêt que vous trouvez au bulletin 5e partie numéro 175. Il s'agissait d'un clerc de notaire en province. Alors, je dis en province, ce n'est pas mon côté parisien qui ressort, évidemment, c'est juste parce que vous allez mieux comprendre de quoi ça parle. Un clerc de notaire en province aide des étrangers en situation irrégulière. On ne peut pas dire que le thème ne soit pas d'actualité. On ne sait trop comment, les choses circulent assez vite, le journal local s'empare de l'affaire, relate ce qui se passe, et l'étude considère alors que cela nuit à son image et décide de licencier le salarié.
Il ne s'agissait pas vraiment d'un fait relevant de sa vie privée, mais un fait relevant de sa vie personnelle. Voilà l'apport de la jurisprudence en 1997. Pour simplifier les propos, peut-être que par la suite j'emploierai toujours le terme de vie privée, mais quand il s'agit de la vie personnelle, je vous le préciserai. Voyons dans un deuxième point, une fois que nous avons clarifié la terminologie, si l'on peut licencier quelqu'un pour un fait relevant de sa vie privée. Petit 2, donc, sous forme de question, peut-on licencier quelqu'un pour un fait de sa vie privée? Pour répondre à cette question, vous allez voir que la jurisprudence a évolué et a dégagé un concept particulier. Tout d'abord, en 1978, tout le monde connaît cet arrêt, c'est un arrêt d'assemblée plénière du 19 mai 1978, Dame Roy, au numéro de pourvoi 76 41 211. Il s'agissait d'une institutrice ou d'une enseignante d'un établissement privé catholique qui s'était fait licencier pour avoir divorcé et s'être remariée. Certes, cela vous fait sourire aujourd'hui, mais en 1978, dans un établissement de cette catégorie, va-t-on dire, cela peut aller à l'encontre des préceptes de la morale de l'établissement. Et la Cour de cassation, à l'époque, va justifier le licenciement. Comment la Cour de cassation va-t-elle justifier tout cela? Eh bien, tout simplement, en dégageant une nouvelle catégorie d'entreprises, si l'on peut dire, que l'on va appeler les entreprises de tendance. Qu'est-ce donc cette nouvelle catégorie d'entreprises? Il s'agit, comme je viens de vous le dire, d'entreprises dans lesquelles, quand vous rentrez, vous acceptez de mettre à la porte une partie de vos libertés, parce qu'elles peuvent aller à l'encontre des principes qui sont prônés dans cette entreprise. Donc on pense bien évidemment aux établissements privés de confession, quelle qu'elle soit. On peut aussi penser à certains journaux, n'est-ce pas? On peut penser à toutes ces entreprises qui ont une finalité particulière. Le deuxième arrêt qu'il faut que vous reteniez est un arrêt très important de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 17 avril 1991 dans une affaire dite Pinsec, du nom du salarié, P-A-I-N-S-E-C-Q, contre Association Fraternité Saint-Pie X, que vous trouverez au bulletin 5e partie numéro 201, mais également en commentaire au droit social 1991, page 485, avec une note de Jean Savatier. De quoi s'agit-il dans cette affaire? Il faut que vous compreniez que l'association Fraternité Saint-Pie X est une église traditionnelle, qui prône les valeurs les plus traditionnelles de l'église. La messe est dite en latin, voilà, entre autres. Or, M. Pinsec est sacristain de cette église et il est homosexuel. Par on ne sait quelle rumeur ou autre, cette homosexualité est arrivée aux oreilles de la direction de l'église et il a été licencié pour ce fait. C'est à l'occasion de cet arrêt Pinsec très important que la jurisprudence de la Chambre sociale va fixer les conditions dans lesquelles il est possible ou non de licencier quelqu'un pour un fait relevant de sa vie privée. Ainsi, elle va décider que le principe est le suivant. Des faits intervenus au cours de la vie privée d'un salarié ne peuvent justifier un licenciement. Ça, c'est le principe d'une immunité. Mais elle rajoute, vous vous en doutez bien, sauf si le comportement du salarié
compte tenu de la nature des fonctions et de la finalité de l'entreprise, a créé au sein de cette dernière un trouble caractérisé. Voilà le fameux concept, le concept de trouble caractérisé au sein de l'entreprise. Cette notion de trouble caractérisé, si je la rapporte à l'arrêt Pinsec, veut dire la chose suivante. Certes, la finalité de l'entreprise était particulière, c'était une entreprise de tendance, on s'en doute bien. Mais les fonctions du salarié, entre autres, n'étaient pas des fonctions de représentation vis-à-vis des fidèles de l'Église. Le rôle du sacristain n'est pas d'être en avant, il est là pour aider à l'office, et éventuellement. Ce qui veut dire que, en plus, M. Pinsec n'avait pas eu une attitude provocatrice. Il n'avait pas tenu de propos qui auraient pu choquer les membres de l'Église. Ce qui veut dire que dans cet arrêt, évidemment, les juges ont considéré que le licenciement de M. Pinsec était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Je vais là vous dire encore quelque chose de très important. Il faut que vous reteniez la chose suivante. Quand bien même le licenciement serait justifié, c'est-à-dire reposerait sur une cause réelle et sérieuse, un licenciement pour un fait relevant de la vie privée ou pour un fait relevant de la vie personnelle ne peut jamais être un licenciement disciplinaire. Ce sera un licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, simple, permettant aux salariés de bénéficier de ces indemnités de rupture. Aucune faute ne peut être reconnue à l'encontre du salarié. Dans un petit 3, je vous propose maintenant de voir les différents éléments que l'on peut mettre dans la notion de vie personnelle du salarié. Petit 3, la frontière vie personnelle, vie professionnelle. Toute la difficulté réside, bien entendu, dans la délimitation de la frontière qui sépare la vie personnelle du salarié de sa vie professionnelle. Et c'est pourquoi c'est l'article L1121-1 du Code du travail qui va permettre au mieux de résoudre ces situations d'application compliquées, parce que on va voir dans un premier temps si le fait relevant de la vie personnelle empiète ou non sur la vie professionnelle, et dans un deuxième temps, si c'est le cas, si cela empiète de trop sur la vie professionnelle, comment l'employeur peut-il sanctionner ce fait? Différents éléments, différents exemples de jurisprudence vont vous permettre de mieux comprendre cette distinction. Un salarié d'une banque qui s'est engagé auprès de son employeur en sa qualité de banquier à ne plus avoir de découvert. Il est licencié, mais il obtient gain de cause auprès des juges, car les événements relevant de sa vie personnelle n'avaient pas eu pour effet de troubler le fonctionnement de l'entreprise. Autre exemple, très parlant, le permis de conduire. La Cour de cassation, en chambre sociale, a connu une évolution de sa position. Et la dernière décision intéressante, c'est une décision du 3 mai 2011 que vous trouverez au JCPS numéro 1312 avec une note de Daniel Cossignan-Carsin. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un salarié qui, lors de week-end, je précise, fait quelques petits excès de vitesse, boit un peu d'alcool au volant, oublie de mettre sa ceinture de sécurité et au final se voit retirer la totalité de ses points. L'employeur décide de le licencier parce que, au sein de l'entreprise, il a une fonction qui nécessite
l'obtention du permis de conduire. On peut penser à un chauffeur de poids lourd, évidemment, à un chauffeur de taxi ou à n'importe quel salarié qui conduit un véhicule pour les besoins de ses fonctions. En 2003, la Cour de cassation avait considéré que ce genre de licenciement était injustifié parce que cela relevait de la vie personnelle du salarié, dans la mesure où tous les faits avaient lieu en dehors du temps de travail et du lieu de travail. En 2011, elle change un peu de position, est un peu plus sévère. Elle décide que, certes, si un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut en principe justifier un licenciement disciplinaire, cela peut constituer un manquement à ses obligations contractuelles, alors que, dans le cadre de sa vie personnelle, il a commis des infractions au code de la route entraînant la suspension du permis de conduire. Et donc, le salarié ayant perdu la totalité de ses points, il n'était plus du tout en mesure de conduire le véhicule qui avait été mis à sa disposition par son employeur. Et il ne pouvait donc plus travailler. Et donc, il n'y a pas l'obligation pour l'employeur de le reclasser sur un autre poste en attendant qu'il récupère tous ses points. Il s'agit donc d'un licenciement justifié pour un manquement aux obligations liées au contrat de travail. Les faits soumis au juge, vous le voyez, sont aussi divers que variés. Je peux encore vous donner 2 exemples. Ce qui constitue pour vous le 3e exemple est le suivant. Est-ce que l'on peut considérer que des différends d'ordre professionnel qui se déroulent en dehors du temps et du lieu de travail peuvent être constitutives d'une faute? Il s'agissait dans cette affaire d'un salarié qui avait, pour une raison inconnue, et qui avait été placé en arrêt maladie. Et un soir, il va dans son club de bridge et l'employeur déboule dans la salle et commence à l'accuser de tous les maux en lui disant que c'est pas vrai, qu'il n'est pas malade, qu'il ne devrait pas être en arrêt maladie et qu'il va le justifier. Ces différents d'ordre professionnel ne permettent pas à un employeur de licencier un salarié parce que justement il se trouvait dans son club de bridge et qu'on n'avait pas à venir l'embêter dans son club de bridge pour des faits relevant du travail. Dernier exemple et 4e exemple pour vous. Encore un problème épineux, la consommation de drogue. Dans un arrêt de la Chambre sociale du 27 mars 2012, il s'agissait, pour une compagnie aérienne, d'un membre du personnel navigant pour une compagnie dont je ne sais pas le nom et peu importe d'ailleurs, qui avait été licencié pour faute grave parce que lors d'une escale, il avait consommé des produits stupéfiants lors de longs courriers. Est-ce que, pendant une escale, un salarié d'une compagnie aérienne peut faire n'importe quoi? La réponse de la Cour de cassation est négative. Parce que, dans cette affaire, quand on est en escale, on n'est pas complètement libre. On reste soumis au pouvoir de direction et au pouvoir disciplinaire de l'employeur. En plus, en l'espèce, le salarié avait des fonctions liées à la sécurité des personnes. Et cela a eu un impact sur la décision des juges, car il faisait courir un risque hypothétique à la clientèle. Cela constituait encore une fois un manquement à ses obligations contractuelles.